Donc, je voulais vous partager ça un petit peu parce que je me suis dit ça peut être intéressant de débattre et que vous me donniez un peu vos 3 moments préférés du MCU. Évidemment, n'hésitez pas YouTube à rejoindre Twitch tous les matins du lundi au vendredi. On fait ça en stream si vous voulez débattre avec nous. Et je trouve qu'en fait, Kevin Feige, c'est vraiment pas foulé. Tu vois vraiment que En fait, on a l'impression que le journaliste lui a demandé quels sont tes 3 moments préférés de Endgame, tu vois. Parce que bon, Kevin Feige partageait ses 3 moments préférés du MCU. Et donc, premier choix, son moment préféré, c'est Tony Stark qui dit Iron Man. Donc, est-ce qu'il parle du Iron Man d'Iron Man 1 ou est-ce qu'il parle de Je suis Iron Man de Endgame? C'est la question. On sait pas. Deuxième choix, Black Panther qui est révélé pour la première fois. Et là j'ai envie de vous dire, c'est presque de la communication parce qu'on sait à quel point Black Panther, tu vois, il est aimé de la communauté forcément avec le décès de l'acteur. Et en vrai, même si j'adore Black Panther, t'as quand même plein de moments de Black Panther qui sont bien plus iconiques, genre le Wakanda Forever par exemple, ou le donner à cet homme un bouclier, tu vois, dans Infinity War je crois. Waouh, tu vois, ça c'était beaucoup plus impactant. La première apparition de Black Panther, je crois que la première fois qu'on le voit vraiment... Attends, la première fois qu'on le voit vraiment c'est dans Civil War. Je crois que tu le vois courir d'un coup, se battre ou un truc comme ça. Alors, je trouve que le reveal de Black Panther, il n'est pas vraiment incroyable dans le MCU, même si c'est un bon perso. Et le troisième, c'est forcément la scène du portail dans Avengers Endgame. Et moi, c'est vrai que je me suis posé un peu la question, quels sont, du coup, mes 3 moments préférés du MCU? Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Mais je pense qu'en première position, essayez de réfléchir de votre côté, dites-moi vos 3 moments préférés du MCU dans tout le MCU. Hein. Alors on enlève la trilogie Sam Raimi et tout, même si bon maintenant ça fait partie du MCU si on veut, parce que tout est canon maintenant, multivers, tout ça tu connais. Moi je pense qu'en première position, franchement je mettrais forcément la scène du portail d'Endgame, parce que je pense qu'en termes d'émotion, c'était quand même assez ouf. Deuxième position, je mettrais Thor qui arrive au Wakanda. Parce que ça, dans Infinity War, les gars, on n'a jamais eu un Thor aussi badass et c'était vraiment le Thor qu'on méritait, tu vois. Il était incroyable ce moment, les frissons dans la nuque. Et troisième position, en fait, j'hésite parce que j'ai le côté fanboy d'un côté qui me dit mais l'apparition de Spider-Man à l'aéroport dans Civil War, parce que c'était quand même un gros moment et puis même en termes d'industrie, ça voulait dire quelque chose, tu vois, t'avais enfin... ce moment entre Marvel et Sony, tu vois, t'avais enfin un Spider-Man avec les Avengers, donc c'était ouf. Je pense que je mettrais aussi le combat Iron Man Captain America parce qu'il était quand même ouf, tu vois. Mais après, il y a plein de giga moments, c'est compliqué. She-Hulk qui s'inscrit sur un site de rencontre banger. Ouais, franchement, She-Hulk Kitwerk, c'était pas loin de mon top 3 aussi, j'avoue. Alors du coup, voyons voir vous. Mon top 1, quand Iron Man claque des doigts. Ouais, mais ok, donc dans Endgame. Top 2, le claquement de doigts à la fin. Il y a beaucoup de claquements de doigts. Et ça claque beaucoup chez vous. Hein. Je vois qu'il y a aussi l'affrontement de Iron Man contre Captain. Alors, ouais, la team. Le combat team Iron Man contre Captain. C'est vrai qu'il était pas mal, mais je pense qu'il aurait pu être mieux. Moi, il m'a pas tant marqué que ça, même si, bon, ça voulait dire quelque chose. Mais je trouve que le combat Iron Man contre Captain, tu sais, dans l'espèce de bunker, là, il y avait vraiment de l'émotion derrière, tu vois. Le moment préféré, je t'aime plus que 3 familles. Là, ouais, il était bien celui-là. 2 Captain America vieux sur le banc. Et 3, le discours... entre Gamora et Thanos, je sais pas si vous allez voir. Le discours... alors, tu parles de quel discours? Avengers Assemble. Ouais, la scène du portail, putain, ça. Hein. Oh là là, j'ai jamais eu autant de frissons, je crois, au ciné. Ah, quoique... Ah, je pense que même No Way Home ne m'a pas procuré autant de frissons que cette scène, en vrai. Parce que No Way Home, on savait que ça allait arriver. On était contents et tout de les voir tous débarquer, on était comme des oufs. Je veux dire, en termes de satisfaction, de frissons, la scène du Avengers Assemble, là, mais s'il vous plaît. C'est la première fois où, tu vois, j'ai dû changer de culotte, quoi. Celui où elle lui hurle dessus que c'est pas sa fille. Ah, où il est sur son trône. Je crois que tu parles de ça. L'intro des Gardiens fait partie de mon top 3, même si c'est pas émotion. Ouais, enfin, ouais, je comprends. Bah, elle est iconique aussi. Mais tu vois, faire un top 3, c'est dur, mais on est tous d'accord pour dire qu'il s'est pas trop foulé, en vrai. Il y en a plein des moments iconiques. Wanda qui dégomme les Illuminati, pas émotionnels, mais j'ai bien aimé. Ouais, moment marquant, mais qui, bizarrement, n'est pas si iconique que ça, tu vois, je trouve. Il a pris des classiques aussi Feige. Ouah, je trouve pas, en vrai. Hein. Il a juste pris Endgame, hein, la plupart du temps. Le premier trip de Strange. Ah ouais, moment iconique aussi. Top 1 Avengers avec tous rassemblés en 2. Et franchement, ce moment, avec tous les Avengers là, avec le plan, le travelling circulaire, c'était vraiment un grand moment parce qu'on n'avait jamais vu ça au cinéma. C'était ouf de voir tous les héros que tu as suivis pendant plusieurs films, tous au même endroit. Enfin, le premier Avengers était totalement ouf, quoi, en termes de... Enfin, ça a tout changé, hein, après. Ça a beaucoup influencé tous les autres films. On va parler d'autre chose. Je voulais revenir évidemment là-dessus aussi, les gars. Où est-ce que c'est?
Tac. L'univers Sony a officiellement rapporté 2 milliards de dollars au box-office mondial, donc tous les films du SSU. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 2 milliards, il y a 1,7 milliard qui viennent de Venom. Aïe, 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 aïe. Donc, tu vois un petit peu le bid, tu vois un petit peu l'intérêt. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu vois ça, tu te dis... Là, je crois que Venom 3, il en est à 320 millions au box-office. Je pense qu'il fera un peu moins que les 2 premiers. Il me semble que les 2 premiers, si je dis pas bêtises, étaient aux alentours de 700 millions, un truc comme ça. À vérifier. Évidemment que Sony, derrière, allait continuer et allait créer tout un univers autour de Venom. Alors, j'ai toujours pas vu Venom 3. Pour le coup, j'attends de le voir tranquillement chez moi, etc. Même si je connais plus ou moins, on dira, le film et ce qu'il en découlera après. C'est pas du tout étonnant, du coup. Je vous l'avais dit, même avant que le film sorte, hein, je vous avais dit, ok, bon, c'est... parce qu'on nous l'a vendu comme étant le dernier film Venom. Mais évidemment qu'il va y avoir beaucoup plus que juste ça. Tu vois, évidemment que ça va amener sur autre chose. C'est le porte-étendard de Sony. Ils n'ont pas pu se procurer Spider-Man tout seul pour faire grave du box-office. Ils ont Venom et croyez-moi, ils vont le sécher jusqu'à la moelle, tu vois. Toujours pas vu non plus et flemme un peu. Ouais, je te comprends. C'est sûr qu'il allait fonctionner. Non mais bien sûr que c'était sûr. Pareil, alors que de base, j'étais hype. Mais c'est un peu ça. Après, franchement, je sais pas vous, mais je pense que... j'entends beaucoup moins de gens râler sur Venom, tu vois. Encore le 2, il y a eu beaucoup de déçus parce que Carnage et tout. Mais je pense que les gens ont à peu près fait leur deuil et savent que Sony, en fait, avec Venom, ils ont fait leur truc. Leur adaptation et leur personnage un petit peu trop lolol, un petit peu con. Il est un petit peu tourné en mode Thor en fait, Venom. Et bon, ça déplaît les gros fans de comics et forcément derrière tu te dis bordel, mais vous aviez tellement un matériau de base avec les comics, mais vous auriez pu faire un giga banger avec Venom. Mais je pense que tout le monde a fait son deuil de ça. Et maintenant les gens vont aller voir du Venom pour ce que c'est... à voir si ce sera toujours sous le même ton dans les prochains films à venir sur l'héritage, on dira, de Venom. Mais voilà, je pense que tout le monde a fait à peu près son œil là-dessus. Si plus tard on a un vrai Venom, le grand public ne sera pas content. En fait, il y a moyen, t'as raison Raphaël, que ça fasse un peu comme Man of Steel, tu sais, ou Batman, enfin plus Batman et Superman, où les gens disaient que le film était trop dark, en fait. Cherchez pas, hein. Après si Sony le fait sous ce format-là, c'est aussi parce que le grand public a dit non. Si le grand public aimait des trucs très dark, évidemment derrière qu'on aurait des trucs très dark. Mais pour moi, il faut aussi montrer d'autres choses aux gens, tu vois, les faire sortir un peu de leur zone de confort. Mais évidemment, quand t'as un studio qui investit des millions, des milliards dans des films, évidemment que tu vas vers ce qui te fait le plus de gagner d'argent derrière, quoi. C'était un petit peu le débat qu'on avait hier avec No Way Home. Pourquoi est-ce que Sony, ils font des trucs de ouf avec l'animation et à côté, en live action, ils font des trucs au ras des pâquerettes, tu vois. C'était un petit peu le même débat. C'est dommage qu'on aille voir un film et qu'on sache que ça va être mauvais. Je sais pas si on peut dire ça, Zofu, pour moi. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Maintenant, quand je vais voir un film Venom, et je dis quand je vais voir un film Venom, alors que j'ai toujours pas vu le dernier, mais tu vas un peu en mood, je vais voir un Fast and Furious, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu débranches. Tu sais que tu connais ou pas l'univers de base, bon, ça va pas être respecté, ça va pas être grandement utile. Tu vas juste pour du divertissement, voir ce qu'ils ont proposé et suivre un peu la continuité de ce qu'ils auront à proposer plus tard et voir les scènes post-crédit, tu vois. En tant que fan, en tout cas, c'est comme ça que tu vas voir, je pense, Venom. Et de toute façon, si t'es déçu de Venom depuis le premier film, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est rien d'aller voir les autres, quoi, tu vois, c'est bon. Au bout de 2 films, on a compris où ils vont. Si vraiment ça te fait péter un câble, t'arrêtes d'y aller, quoi. Ben moi, tu sais quoi, Afran, j'ai une petite curiosité aussi pour Kraven. Même si on en parlait aussi la dernière fois, ça sera pas le méchant Kraven. On le disait, mais c'est compliqué de faire un film entier sur un méchant pur et dur et de le garder méchant pendant tout le film. Si c'est lui qui porte le film, tu vois, au bout d'un moment, il faut forcément mettre des petites billes sur la compassion, le développement de personnage, etc. Et ça va très vite de tourner en mode anti-héros. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que ce Kraven nous a été vendu comme un espèce de Kraven défenseur des animaux, un petit peu, pour déjà marquer dès le départ un intérêt positif sur le personnage, tu vois, et un côté compatissant. On peut parler de ça aussi, les gars. Storm soulèvera le marteau de Thor Mjolnir dans la saison 3 de What If, en sachant que normalement, selon, je crois, Daniel RPK, un trailer de What If devrait sortir ce soir ou aujourd'hui. Donc peut-être qu'on en parlera aussi. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur What If en général, mais surtout sur cette news aussi.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont... Donc ça, c'est une news qui a été révélée lors de la D23 au Brésil, hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai l'impression qu'ils te disent ça en mode « Waouh, regardez, Mjolnir est de retour, va être soulevé par Storm, un personnage que vous appréciez. » Mais moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, bon, encore Storm, elle a eu son moment de gloire dans X-Men et je pense qu'elle a été, dans la série d'animation, et ceux qui ne la connaissaient pas ou qui ne la connaissaient que très peu l'ont grave kiffé. Donc il y a évidemment fort à parier que Storm sera présente dans le roster X-Men à venir après Secret Wars. Mais le truc, c'est que Mjolnir, il a totalement, je trouve, été désacralisé. En fait, il était sacralisé dans Thor 1, Thor 2, je trouve. Tu vois, c'était l'objet qu'il fallait mériter, tu vois. Et au fur et à mesure, ils en ont fait un espèce d'être humain un petit peu concon, notamment avec Thor 4, voilà, avec Mjolnir qui est jaloux de la relation entre Thor et Mighty Thor. Et je trouve qu'au final, on en a fait un peu n'importe quoi. Donc au final, voir, même si c'est pas le même Mjolnir, parce que là on est sur un Mjolnir what if d'animation, etc., bah je m'en carre un petit peu la chocolatine, comme on dit dans le milieu. What if, c'est la première série Marvel que j'ai regardée, donc elle a une place toute particulière dans mon cœur, donc je reste hypé par la saison 3, même si la saison 2 m'a déçu. C'est la première série Marvel que t'as regardée, ah ouais. Mais il faut absolument que tu regardes les bangers que sont Daredevil, Punisher, la saison 1 de Jessica Jones, il y a plein de trucs à regarder. Moi, mon avis sur What If, vous le connaissez, c'est que What If... pour moi, ils sont totalement passés à côté du concept. C'est-à-dire que t'as quand même des trucs de ouf à faire avec What If. Et je trouve qu'ils font des trucs pas ouf, justement. Et c'est trop... Enfin, c'est pas linéaire. T'as quelques épisodes qui sont vraiment bien. Mais je trouve que la plupart du temps, ça reste aux F sur 20. Marvel sont dépassés maintenant, j'ai l'impression. Je pense pas qu'ils soient dépassés, je pense qu'ils savent où ils vont. Mais le problème, c'est que satisfaire tout le monde, c'est compliqué, quoi. Je regarde par curiosité, mais c'est pas vraiment le meilleur projet du MCU. Je sais pas si je la regarderai cette saison, en vrai. Franchement, j'ai un peu la flemme après la saison 2. La saison 1 était ok, la saison 2, je l'ai pas du tout aimé. La saison 1, j'avais des mal de crâne quand je regardais, je sais pas pourquoi. Et le 2, j'ai abandonné en cours. Ouais, c'était pas foufou. Alors ça, on va en parler vite fait. On a aussi eu dans la bande-annonce, donc ce passage où Valentina de Fontaine te fait comprendre que c'est elle qui est la nouvelle propriétaire de la Tour Avengers. Et en vrai, même si j'ai hâte de savoir pourquoi et quels sont les enjeux derrière ça, je trouve que c'est un peu décevant. Je me rappelle d'une interview, et je vous l'avais partagé, une interview avec Tom Holland, où on lui demandait est-ce que tu sais qui a acheté la Tour Avengers, et que le gars apparemment savait qui c'était. Et ça, je vous parle de ça, c'était à l'époque de, je crois que c'était Far From Home, mais c'était, je crois, entre les deux Spider-Man, enfin entre Spider-Man 2 et 3, où le gars savait qui c'était. Et j'ai l'impression qu'en fait, il savait pas qui c'était, parce que vraiment, pour que lui connaisse Valentina de Fontaine, et pour que ce soit déjà envisagé à cette époque-là, ça m'étonnerait. Pour moi, c'est un petit peu un move de dernière minute. Alors, dernière minute, on s'entend, mais pour moi, c'est genre durant ces 2 dernières années que Valentina de Fontaine a pris possession de la Tour Avengers, tu vois. Pour moi, c'était pas du tout prévu. Je pense que de base, c'était le caïd. Alors, du coup, est-ce qu'elle bosse pour le caïd? Parce que moi, c'est ça surtout qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que cette meuf, qui de base est une espionne qui se cache un petit peu de tous, pourquoi est-ce que d'un coup, elle te parle d'images? Parce qu'elle dit ça dans le trailer, elle dit j'ai acheté la Tour Avengers, en gros ça a coûté cher mais c'est bon pour mon image. Est-ce que ça va être une concurrente face à Fisk? Parce qu'on sait que Fisk il veut être maire de New York. Donc tu vois, c'est ça le truc. Est-ce qu'il va y avoir un truc comme ça? Est-ce qu'elle sert les intérêts de Fisk? Quelle est la question? Il y a moyen qu'elle bosse pour le caïd en vrai? Bah je pense, je vois que ça en vrai. Mais je vois que ça. Elle se présente aux élections présidentielles. Ou alors elle se présente pour les élections présidentielles. Après, parce qu'attends, Thunderbolts, j'ai plus le planning là sous les yeux. Il sort avant ou après Captain 4? Thunderbolts sort après. Ah, donc ok, c'est intéressant. Donc peut-être qu'ils vont... peut-être qu'ils préparent l'après Harrison Ford alors. J'ai envie de tout casser, j'ai peur qu'il tombe dans ce truc de on met une femme juste pour que ce soit une femme. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça quand même, hein. On connaît Disney et... Après, Valentina Allegra des Fontaines, pour moi, ça a toujours été une femme forte, tu vois. C'est le genre de femme que t'as envie de suivre dans une histoire, je trouve. Tu sais, mine de rien, c'est quand même une femme qui est dans un milieu militaire et qui a réussi à s'élever jusqu'à un rang assez élevé, donc j'ai hâte de voir le rang qu'elle aura ici.
J'ai l'impression que Thunderbolts et Captain 4 sont bien et que Marvel ont amélioré la qualité de leurs films. Bah écoute, ça on verra dans les prochaines années, quoi, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais direct rebondir sur ce que tu dis parce que Kevin Feige nous a aussi partagé une autre news. C'est ça. Kevin Feige a déclaré que Marvel Studios revient à un rythme normal des productions. 2 films par an et 3 séries par an. Mais cela ne concernera pas spécifiquement 2025. Nous travaillons sur ces titres depuis longtemps et il se trouve qu'ils sont tous prêts à sortir maintenant. Nous sommes très enthousiastes. Donc en fait, il faudra attendre 2026 pour vraiment voir le nouveau MCU. 2025, c'est l'année. Alors attends, 2025, j'ai plus le planning. Bah attends, je vais quand même prendre le planning sous les yeux parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait un planning sur Discord qui est magnifique. Là, en 2025, on a pour Spider-Man, je sais pas trop quoi, le film d'animation janvier 2025. On a Captain America Brave New World, on a Daredevil Born Again, on a Thunderbolts, on a Ironheart, on a les 4 Fantastiques, on a Eyes of Wakanda, on a Marvel Zombies et on a Wonder Man. En 2025, il y a 9 projets du MCU. 9! C'est ouf! Je sais pas si on se rend compte, c'est ouf. Si rien ne bouge, on a 9 projets du MCU en 2025. Et je rappelle évidemment que ce planning des sorties est dispo sur Discord et est mis à jour directement sur Discord aussi si jamais vous voulez rien manquer des changements de date, etc. Donc là, 9 projets en 2025, voilà, il va y avoir beaucoup à manger là. Côté MCU, on attend de voir, 2026 pour vraiment voir ce que Feige a préparé. Parce que pour l'instant, c'est beaucoup de blabla. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit tous les projets de 2025 sont prêts. Ce qui veut dire que là, il n'y a pas d'excuse. Si jamais il y a un film qui est dégueulasse à la She-Hulk ou je sais pas trop quoi, il n'y a plus d'excuses, tu vois. Ils sont prêts des années avant. Enfin, des années, mais des mois avant, ils sont prêts, les projets. Donc là, je pense qu'il va se faire attendre au tournant aussi, le Feige. Le problème de trop proposer, ça va refaire une lassitude de Marvel. Moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont tout intérêt à soft reboot. En fait, dès que Secret Wars sortira. Il va y avoir beaucoup à manger, ok, mais bon, si c'est de la bouffe d'hôpital, bon. Je trouve qu'il y a quand même des propositions intéressantes dans tout ce qu'on nous a, dans tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Je vous laisse aller checker le planning. Il y a quand même des propositions intéressantes. Faut vraiment que les films du SSU flop, comme ça sera plus rentable pour Sony de revendre Spider-Man. Mais le problème, c'est que Sony savent très bien que ça n'arrivera jamais. Parce que si jamais ça flop trop, qu'est-ce qui va se passer? Sony, ils vont dire à Marvel, écoutez, on arrête la collab et on va se garder tout pour nous. Spider-Man, c'est tout pour nous. Et ils vont faire que des films Spider-Man. Et crois-moi que quand tu fais un film Spider-Man, ça peut être nul à chier, ça peut être éclaté au sol. Ça fait du box-office. C'est comme Venom. Venom, c'est un personnage qui est ultra porteur, ultra bankable. Ça fait 3 films, ils font de la merde avec et ça fonctionne. Donc imagine Spider-Man, ils le vendront jamais. Ils le vendront jamais. Surtout que je crois qu'ils peuvent pas vendre que Spider-Man. Il faut qu'ils vendent les droits de l'univers Spider-Man. Donc s'ils vendent les droits de l'univers, ils vendent aussi Venom. Donc autant te dire que c'est pas près d'arriver, quoi. Exactement, c'est une grosse pompe à fric. Enfin bon les gars, voilà. Voilà un petit peu pour ces petites news pour ce matin.